sans plus tarder, je vais céder la parole, parce que j'étais bavarde, je vais céder la parole à ma chère collègue, professeure Sarah Schnick, que je tiens à féliciter parce qu'elle fait énormément de travail, puisqu'elle est responsable de l'unité de cardio-onco. Et donc, elle va nous parler des thromboses et cancers. À toi la parole. Merci, professeur Ferry. Donc, bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation des 7e journées onco-militaires. Et sans plus tarder, donc, je vais commencer par dire tout simplement que cancer et maladies thromboemboliques veineuses, c'est une association qui est assez fréquente. Et en fait, 20% des patients cancéreux présentent des complications thromboemboliques et 20% pratiquement des patients qui font des complications thromboemboliques ont des cancers. C'est une complication qui est en nette augmentation. Vous voyez la courbe en rouge, c'est les patients cancéreux. C'est probablement dû à l'amélioration de la survie des patients cancéreux et aussi à la prescription de traitements chimiothérapie qui aussi sont pourvoyeurs de cette complication. Alors, cette complication dépend du cancer lui-même. Donc, elle est beaucoup plus fréquente quand il s'agit de cancer du pancréas, cancer de l'ovaire, du poumon, des tumeurs cérébrales et des lymphomes. Du stade, plus le cancer est avancé, plus on a plus de complications. Ah, voilà, donc. Et bien sûr, cette complication arrive en général dans les 3 mois qui suivent le diagnostic de cancer. Alors, il y a 3 cas de figure en général. Il y a la thrombose veineuse profonde, l'embolie pulmonaire ou bien les thromboses sur cathéter. Pourquoi ça thrombose chez le patient cancéreux? Il y a la stase du fait de l'alitement, de l'amaigrissement et donc de l'hypovolémie, la déshydratation. Il y a aussi la lésion endothéliale, que ce soit par les traitements, par les portacates. Aussi, il y a certaines chimiothérapies qui vont altérer, faire une dysfonction endothéliale. Et puis, il y a l'hypercoagulabilité. On sait tous que les tumeurs peuvent sécréter des cytokines qui sont procoagulantes. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter un cas clinique de notre pratique quotidienne. Il s'agit de Madame Semia, âgée de 67 ans, qui est hypertendue, qui a une hypothyroïdie. Elle a un carcinome canalaire infiltrant du sein droit, diagnostiqué en 2019, traité par mastectomie et curage ganglionnaire. Elle a reçu 4 cycles FEC, 12 cycles de Taxol, et le dernier cycle qu'elle a terminé en novembre 2019. Malheureusement, l'évolution a été faite par des métastases osseuses en mai 2022, traitées par palbociclib et faslodex avec une bonne réponse. Et malheureusement, elle a présenté des métastases cérébrales en janvier 2023, traitées alors par ribociclib et létrozole. Elle nous a été adressée en cardio-oncologie pour une dyspnée d'aggravation récente. L'examen ne trouve pas, en dehors d'une tachycardie sinusale, une patiente obèse quand même avec un BMI à 35. L'électrocardiogramme, comme vous voyez, il n'y avait pas grand-chose à part la tachycardie sinusale. Et à la biologie, elle avait seulement une anémie fériprive avec une hémoglobine à 9,5, une CRP isolée, donc un peu élevée à 53. Et on a fait l'échographie cardiaque. Le ventricule gauche paraît d'assez bonne cinétique, donc une fonction systolique assez conservée avec non dilatée. Et on passe donc à la coupe apicale. Et vous voyez aussi au niveau du VD, il y avait quelque chose qui comblait l'apex. On a zoomé, effectivement, il y avait un truc qui bougeait là au niveau de, si vous voyez, il y a une petite boule au niveau de l'apex ici. On a essayé de dégager et en fait, il n'y avait pas qu'une seule image, il y avait 2 images. Et là, on commence à paniquer. Il y a même une 2e image au niveau de la base du VD. Donc, je ne sais pas si vous la voyez. Donc, elle est très friable. J'arrive pas à que vous la voyez. Là, elle est vraiment très friable. On a l'impression qu'elle risque de s'enclaver au niveau de la tricuspide. Ça risque de se détacher et d'aller faire une embolie pulmonaire massive. Donc, on a vraiment eu très peur pour notre patiente. Voilà, c'est comme une balle au niveau de l'apex. Et puis l'autre, elle est très, très friable. Donc, on a vraiment eu peur. Donc, on a hospitalisé en urgence la patiente. On a fait un angioscanner en urgence qui a confirmé ces 2 images. Mais ils ont voulu compléter par une IRM qui a confirmé que c'était bien des thrombies. Et donc, on se demande pourquoi certains patients cancéreux font des complications thromboemboliques plus que d'autres.
Eh ben, c'est une maladie qui est multifactorielle. Il y a des facteurs qui sont relatifs au patient lui-même, il y a des facteurs qui sont relatifs au cancer lui-même, il y a des facteurs qui sont relatifs au traitement anticancéreux. Et pour notre patiente, elle avait l'âge en faveur, elle avait le sexe féminin qui est pourvoyeur de complications thromboemboliques. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a certains types de cancers qui sont pourvoyeurs et le stade avancé, bien sûr, est pourvoyeur. C'était un stade métastatique et donc on comprend pourquoi. Et bien sûr, donc, la chimiothérapie, elle peut être un facteur favorisant, soit directement en lésant l'endothélium, soit indirectement en augmentant des facteurs procoagulants ou en diminuant certains facteurs comme la protéine C, S et antithrombine 3. Alors, peut-on prédire le risque thromboembolique des patients cancéreux? Il y a le premier risque qui a été élaboré, c'est le Corona Score. Et comme vous voyez, donc, pour notre patiente, qui prend donc il y a 6 éléments à prendre en considération. Elle était classée dans un risque intermédiaire. Et en fait, finalement, il y avait cette méta-analyse qui dit que ce n'est pas sensible. En fait, il n'est pas très fiable. Et finalement, quand on voit les patients qui ont fait un événement thromboembolique, il n'y avait que le 1/4 qui avait un risque jugé élevé par ce Corona Score. Et depuis, il y a eu beaucoup d'améliorations, d'ajout de facteurs. Il y a eu plusieurs scores, donc énormément de scores. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun score qui est rentré dans les recommandations. Alors, comment va-t-on prendre en charge cette patiente? D'un côté, on a ce thrombus qui est très mobile et qui risque, comme je vous ai dit, à tout moment d'emboliser au niveau de la paix, de créer une embolie pulmonaire massive. On ne pourra peut-être même pas sauver la patiente. D'autre part, on a les métastases cérébrales qui nous font peur, ça risque de saigner. Qu'est-ce qu'on a comme traitement? Donc rapidement, il y a les AVK versus HBPM. Jusqu'aux années 2018-2019, c'était les héparines de bas poids moléculaire qui ont montré qu'ils étaient plus efficaces que les AVK dans les récidives thromboemboliques. Mais en fait, quand on voit bien, c'était la daltéparine qui n'existe pas en Tunisie déjà. En fait, on n'a que l'enoxaparine et en fait, il n'y a aucune différence significative par rapport aux AVK. Cependant, les antivitamines K augmentaient le risque de saignement. Avant ces études, qui sont prospectives, randomisées, donc avec la première étude pilote SELECT-D, qui a étudié le rivaroxaban, cette étude, donc 203 versus 203, rivaroxaban, il y avait certes une diminution significative dans les événements thromboemboliques, mais en contrepartie, on avait une augmentation des saignements non majeurs de 3 fois plus par rapport au groupe daltéparine. Maintenant, les études sur l'apixaban, je commence par l'étude ADAM, et vous voyez que dans cette étude, l'apixaban, c'était des patients, 66% c'était des cancers métastatiques, et 145 apixaban versus 142 daltéparine, et vous voyez que l'apixaban faisait mieux sur les récidives thromboemboliques, mais pas que. Il nous permettait d'avoir une sécurité. Il n'y avait pas d'augmentation des événements hémorragiques, que ce soit majeurs ou non majeurs. Il y a cette étude grandiose, l'étude Caravaggio, que tout le monde connaît. Elle a inclus plus que 1000 patients. Et l'autre caractéristique très importante de cette étude, c'est qu'un tiers de ces patients avaient un cancer digestif. Vous savez très bien que les cancers digestifs, c'est eux qui saignent le plus. C'est des patients-là chez qui nous avons toujours peur qu'ils fassent des hémorragies assez sévères. Et en fait, cette étude a montré non seulement sa supériorité, donc la supériorité de l'apixaban en termes de récidive d'événements thromboemboliques, mais aussi il n'y avait pas de différence significative en termes de saignement majeur. Et donc, finalement, toutes ces études disent que les AOD font mieux en termes de recurrence d'événements thromboemboliques. Il y avait donc, dans certaines études, un surplus de risque pour les saignements non majeurs. Donc, j'ai trouvé cette étude qui vient d'être publiée en 2024. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? À partir des 6 premiers mois d'anticoagulation, ils ont étudié l'apixaban à faible dose, c'est-à-dire 2,5 mg x 2, après les 6 mois d'anticoagulation, après l'épisode thromboembolique, versus l'HBPM. Et dans cette étude, l'apixaban, donc quand même, ils ont pris apixaban 13 000 patients versus 2800 d'HBPM. Et vous voyez que l'apixaban a non seulement à faible dose,
à partir de ces 6 mois, donc c'est les résultats à 6 mois. Il y a eu moins d'événements thromboemboliques, significativement moins d'événements thromboemboliques, mais pas que. La sécurité aussi, significativement moins de saignements majeurs et non majeurs dans le bras apixaban. Et même, comme je vous ai dit, significativement moins d'événements thromboemboliques, significativement moins de saignements digestifs et surtout moins de saignements cérébral. On attend cette étude, l'APICAT Study, qui va apparaître probablement les résultats d'ici 2-3 mois. C'est une étude française. Et donc là, ça va être apixaban full dose versus apixaban à dose réduite. Après, bien sûr, les 6 mois, peut-être qu'on va avoir des changements dans les recommandations. Particularité de notre patiente, elle a la métastase cérébrale. J'ai trouvé cette méta-analyse. Et donc, vous voyez que le résultat de cette méta-analyse, c'est que les AOD font moins saigner quand les patients avaient des tumeurs cérébrales. Les AOD font mieux que les HPPM. Alors, apixaban versus rivaroxaban, c'est les deux molécules qu'on a en Tunisie. J'ai trouvé cette analyse de cohorte qui a été publiée dans le Lancet en 2019. En fait, ce n'est pas des patients cancéreux, mais il y avait 20%, pratiquement le 1/4 de cette population, qui est quand même assez importante. Vous voyez donc 3000 apixaban versus rivaroxaban, il y avait 12 000 patients. Et dans cette étude, il y avait significativement moins d'événements thromboemboliques, il y avait moins de saignements, que ce soit majeur ou non majeur, dans le groupe apixaban. Il y a aussi cette méta-analyse qui vient d'apparaître en 2024 et ils disent que l'apixaban est associé à un taux vraiment significativement de saignement majeur par rapport au rivaroxaban. Aussi, cette étude publiée dans une revue de neurologie sur les saignements intracérébraux, et c'était une étude qui a été faite des AOD versus HBPM. Et tous les AOD il n'y avait pas de saignement significatif par rapport aux HBPM, sauf le rivaroxaban qui paraît avoir un sur-risque de saignement intracérébral. Alors, il y avait cette revue qui a étudié les patients fragiles qui avaient un cancer avec complications thromboemboliques. Et ce qui sort de cette revue, c'est que pour les patients obèses, il serait préférable non pas de les mettre sous HPPM, mais plutôt d'utiliser l'apixaban qui était plus efficace dans cette population. Et je vous rappelle que notre patient avait quand même un BMI supérieur à 35, supérieur à 30. Bien sûr, il faut toujours avoir à l'esprit l'économie de santé. Vous savez qu'on est donc un pays en voie de... Donc, il faut se mettre à l'esprit d'avoir ça dans la tête. Et quand on voit plusieurs études, parmi elles, cette étude espagnole, l'apixaban, par rapport aux autres AOD, par rapport à l'HBPM, c'était le meilleur profil coût-efficacité. Le patient cancéreux, c'est un patient très difficile à gérer, il a plusieurs comorbidités. Il ne faut pas oublier les interactions médicamenteuses qui sont très importantes. Les AOD passent par le cytochrome P3A45 et puis aussi il se lie au P-glycoprotéine et donc il y a certaines molécules anticancéreuses qui peuvent perturber son métabolisme. Et à savoir, surtout je vais insister sur deux, la doxorubicine, quand le patient il est sous doxorubicine, en fait, quand vous donnez un AOD, on dirait que vous ne donnez rien du tout. Le patient n'est pas protégé. La doxo et la dexaméthasone aussi, que vous prescrivez assez souvent, quand vous donnez la dexaméthasone, c'est un inducteur enzymatique et donc le médicament va être métabolisé, votre patient ne sera pas aussi protégé. Alors maintenant, que disent les recommandations ? Il y a les recommandations, le consensus français. Le consensus français, qu'est-ce qu'il dit ? Il est recommandé d'utiliser l'HBPM ou l'apixaban en grade 1. Et puis, donc, sauf bien sûr cancer digestif ou urogénital, il est suggéré, donc les autres viennent en second lieu. Pour le CHEST, American College of Physicians, là, ils disent que les AOD sont prioritaires, donc sont en premier lieu, il faut les utiliser avant les HBPM. Et après, donc, ils disent, comme vous voyez, que l'apixaban, il ne fait pas saigner les patients qui ont des cancers gastro-intestinaux. Donc, il a le meilleur profil efficacité-sécurité. Que disent les recommandations de l'ESC 2022 ?
C'est une démarche à 4 piliers qu'il faut prendre en considération. Il faut voir le risque thromboembolique du patient, il faut voir le risque hémorragique du malade, il faut prendre en considération les interactions médicamenteuses et bien sûr ne pas oublier les préférences du patient. Il est certes logique que le patient va préférer un comprimé plutôt que des injections. Voilà. Donc pour notre patiente, les AVK, on les élimine d'emblée. Les HBPM, vu le risque de saignement intracérébral, comme on a vu tout à l'heure, les AOD sont préférables. Et donc, on a choisi pour elles l'apixaban. On a donné l'apixaban pendant les 6 premiers mois. Et puis, on a switché, vu que certaines, donc, comme vous avez dans la littérature, ils ont montré que c'était un profil sécurité, donc beaucoup moins de saignement, surtout qu'elle était vraiment à très haut risque hémorragique. On a préféré switcher vers une faible dose après les 6 mois de traitement. Donc, comme take-home message, je dirais que les AOD sont recommandés de première intention en l'absence de contre-indication. L'apixaban présente le meilleur profil sécurité-efficacité. Quand il y a une thrombopénie comprise entre 50 000 et 25 000, les HBPM peuvent être utilisés, mais vraiment là, après concertation multidisciplinaire. Le choix dépendra toujours du profil patient, du type de cancer et aussi des traitements concomitants. La durée minimale, c'est 6 mois. Si le cancer est actif, il est recommandé en grade 2 de continuer un traitement anticoagulant. Et il y a les études en cours pour l'apixaban faible dose, donc après les premiers 6 mois post-complications thromboemboliques. Et toujours essayer de prendre en charge les patients en concertation multidisciplinaire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Schnir, pour cette excellente présentation qui nous a été très bénéfique. Moi, en tout cas, j'ai appris qu'avec la doxorubicine, donc les AO2 et les AOD ne sont pas du tout efficaces. Donc, c'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Oui. Merci pour cette présentation. Moi, je suis toujours assez sceptique avec les essais cliniques, en fait, et le nombre de patients inclus. Par exemple, lorsqu'on a 1000 patients qui ont été inclus, combien de patients tunisiens ont été inclus dans cette étude? Les effets de certains traitements peuvent différer en fonction des régions. Vous savez que les recommandations qui sont faites, elles sont faites à partir des résultats des essais cliniques qui ont été élaborés soit aux États-Unis, soit en Europe. Et la génétique qui se trouve aux États-Unis et en Europe est totalement différente de celle en Afrique et en Tunisie. C'est-à-dire qu'en Tunisie, on a un taux de consanguinité qui est beaucoup plus important que ce qu'on trouve en Europe. Et la génétique des patients subsahariens est aussi différente de la génétique des patients tunisiens. Donc, je ne sais pas si... C'est-à-dire que le problème, c'est que la plupart des essais cliniques en oncologie manquent de diversité en termes d'inclusion de patients, notamment d'Afrique. Il y avait des études qui sont faites où est-ce qu'il n'y a que des pays américains et européens qui sont inclus en termes de patients. Maintenant, pour prouver réellement l'efficacité de ces traitements-là dans la population africaine en général et la population tunisienne en particulier, je considère que ça nécessite des essais cliniques locaux en fonction de la génétique des patients, puisque même il y a une disparité entre le nord et le sud. Il y a un taux de consanguinité qui est beaucoup plus important dans le sud que dans le nord, etc. Donc il y a aussi ce paramètre-là à prendre en compte. Donc c'était un point que je voulais souligner vis-à-vis des différentes recommandations et comme l'étude Apixaban par exemple, combien de patients tunisiens ont été inclus? Vous avez Merci pour cette remarque, mais en attendant, on doit se fier aux recommandations, aux grands essais cliniques qui sont faits de manière méthodique. On attend à ce qu'on fasse de grands registres à l'échelle nationale pour pouvoir avoir une petite spécificité. Mais encore faut-il qu'il faut démarrer. Professeur Boussen. Docteur Schnir, merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai une question. Est-ce que ces produits ont un avenir en préventif? Si j'ai un malade de 70 ans qui a une tumeur du pancréas, il va avoir un site implantable qui n'est pas très mobile. Est-ce qu'il y a des études à dose conventionnelle ou à faible dose en préventif? Est-ce que ça va rentrer dans les recommandations ou est-ce qu'on n'y est pas encore?
Je pense qu'il y a des études en cours, mais actuellement, il n'y a pas vraiment de recommandations, sauf pour des cas particuliers. Il y a une extension des anticoagulations préventives pour les patients cancéreux qui font des chirurgies assez importantes, pour étendre donc à 4 semaines d'anticoagulation préventive en post-chirurgie pour les patients qui sont à haut risque. Mais là, d'aller anticoaguler les patients à dose préventive, non, il n'y a pas encore de recommandations là-dessus. Et les doses seraient plus faibles, probablement. Oui, oui, oui. C'est en cours. Il y a des études qui sont en cours, mais là, on n'a pas encore ils ne sont pas encore inclus dans les recommandations. Sarah, qu'est-ce qu'on fait pour les malades insuffisants rénaux à un stade avancé et pour les malades dialysés? D'accord. Déjà, je voulais dire, dans l'étude Caravaggio de l'apixaban, il y avait beaucoup de patients qui avaient déjà une insuffisance rénale qui était assez modérée. La clairance était comprise entre 30 et 50. Et on voit bien qu'il n'y avait pas de souci. Donc, avec la full dose d'apixaban, il n'y avait pas de souci. Mais pour les patients qui ont une fonction rénale comprise entre 15 et 30, là, il faudra donner une faible dose, c'est-à-dire moitié dose, 2,5 x 2. Pour les patients qui ont clairance inférieure à 15 et pour les patients dialysés, en Amérique, l'apixaban, il est prescrit, il n'y a pas de souci pour eux, donc il n'y a aucun risque pour les malades. En France, ce n'est pas encore recommandé. Voilà. Dans votre pratique courante, comment vous gérez les thromboses sur cathé central pour les sites implantables? Est-ce que vous enlevez les sites? Comment vous gérez cette complication? D'accord. Merci pour cette question. Effectivement, on en voit de plus en plus de thromboses sur porte-à-4 chez les patientes cancéreuses. En fait, on traite par des AOD, parfois des HBPM quand on est obligé, quand c'est un cancer, par exemple, digestif, par problème d'absorption. Donc, des fois, on ne peut pas donner vraiment par voie orale. Là, on est obligé de mettre dans certaines conditions, malheureusement, parce que ce n'est pas toujours confortable pour les patients de leur donner l'HBPM. Moi, vraiment, je préfère toujours donner des AOD. Et donc, on n'enlève pas, sauf en général, ça peut régresser. J'ai vu des thrombis qui régressent après anticoagulation. Ceux qui n'ont pas régressé, en fait, c'est le pronostic, il est très péjoratif de ces malades. C'est des patients qu'on perd, en fait, qu'on perd rapidement parce que c'est des néos qui sont très, très, très avancés, qu'on perd à cause de leur néoplasie. Au bilan hépatique, pour les malades qui ont des méta-hépatiques et qui ont des petites perturbations dans les transaminases, est-ce qu'on peut donner des ADO sans problème ou il faut adapter les doses? Non, on peut donner. On peut donner les AOD, il n'y a pas de souci. Pas de contre-indication en fonction de je pense pas. Pour des petites augmentations de cytolyse, donc une petite cytolyse, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et comment il a évolué, ce gros thrombus? Parce qu'en le voyant, en fait, il y avait 2 balles, on dirait 2 balles de tennis qui sont mobiles dans le ventricule droit avec le risque de mort subite instantanée. Enclavement dans la tricuspide d'une part et enclavement dans le tronc de l'artère pulmonaire. Et je pense que les AOD seuls vont suffire pour faire disparaître ces thrombis. Des fois, ça peut être le cas. Des fois, on a... Pour cette patiente, disons... Pour cette patiente, en fait, c'est une patiente qui est restée stable, mais vu le contexte de tumeur cérébrale et tout ça, qu'on a perdu, ça fait quelques mois. Donc, j'ai pas eu de retour, malheureusement. Y a-t-il d'autres questions? Professeur Abdelli. Merci Sarah. J'ai bien apprécié ton exposé. Moi, l'appréhension qu'ont tous les collègues concernant des hémorragies digestives au cours des cancers digestifs, il y a le cancer gastrique et les autres. Ça c'est la première chose. Puis, nous avons utilisé assez fréquemment l'apixaban, et comme tu l'as bien confirmé, donc là je te félicite, l'apixaban donne beaucoup moins de risques hémorragiques que les autres AOD. Et on l'a même utilisé au cours des cirrhoses, chez les cirrhotiques, avec des varices œsophagiennes grade 3. Vous savez que quand
on a un patient qui a une thrombose porte cruorique et qui a par ailleurs des varices grade 2, 3, quelle est la priorité? D'une part, est-ce qu'on va traiter les varices au Un détriment risque de saigner. de la thrombose? Et est-ce que si on va traiter la thrombose, on va laisser les varices avec un grand risque hémorragique? Oui. Eh bien, avec l'apixaban, il y a beaucoup moins de risques. Et on l'a fait et on a obtenu de bons résultats. Je me rappelle, j'ai en tête 3 malades qui avaient des thromboses cruoriques sur CHC, donc sur cirrhose. Au bout de 6 mois, disparition de la thrombose porte et il n'y a eu aucun risque hémorragique. Et d'ailleurs, ça a été mentionné par l'équipe de Beaujon, qui sont spécialistes dans les pathologies. Voilà, merci beaucoup. Très bien. En cas d'utilisation des agents alkylants, que faut-il faire? Les agents alkylants. Il n'y a pas un effet qui diminue ou des Euh, AOD dans le tableau? Je pense que non. Faut que je revoie, j'ai oublié. Non, non, c'est une simple question. Ouais. Les cancers digestifs, je pense que ce sont les cancers les plus difficiles à gérer, vu le risque de saignement important et vu aussi, parce que nous, à notre consultation de cardio-onco, vu l'utilisation assez fréquente des 5FE, avec la grande toxicité cardiaque, les problèmes coronaires, les problèmes de troubles du rythme, donc vraiment c'est... Ça favorise aussi les thromboses, le 5. Et les thromboses.